D'abord, mes premiers mots, c'est pour dire quel est le sens d'une soirée comme celle-ci. Bien sûr, nous nous retrouvons, il y a plaisir à cela. Nous nous retrouvons autour d'un travail accompli. C'est la parution de ce livre, qui est une quantité de travail considérable pour toute l'équipe de la Boétie, pour ceux qui y ont contribué, pour les intellectuels qui ont accepté de prendre le risque médiatique d'approcher à moins de quelques mètres le diable en personne et les différents diablotins qui l'entourent. Car c'est à peine une plaisanterie. Et je m'empresse de dire à tous ceux dans cette salle qui ne le sauraient pas que, pour ma part, je n'appelle personne au martyr. Mais il est certain que travailler avec les insoumis, souvent, peut conduire à vous faire montrer du doigt, mettre en marge, persécuter, retirer vos subventions, et au premier adjectif de travers, vous avez droit à la convocation au commissariat de police pour aller expliquer quelle est votre conception du conflit israélo-palestinien, puisque nous sommes dans un pays où une présidente de groupe parlementaire peut être convoquée pour expliquer à un policier tout ça, et notamment sous le coup de l'accusation d'apologie du terrorisme. Pour ma part, j'irai le 24 septembre prochain, parce que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, toute une série d'entre nous, mais qu'est-ce qui peut bien se passer, sont de nouveau convoqués dans les commissariats pour aussi entendre, je ne sais pas quoi faire, peut-être des mises en examen, il y en aura sans doute, pour mon cas, c'est absolument assuré, car voyez-vous, j'ai eu l'immense erreur de penser que les professeurs d'université qui en avaient d'après moi, ou le ministre de l'Enseignement supérieur, avaient entendu parler une fois dans leur vie d'Hannah Arendt, et peut-être même en avaient lu quelques pages, au point qu'ils se soient penchés sur la carrière d'Hannah Arendt et qu'ils aient su que déjà, à l'époque où elle écrivait son livre sur le procès d'Eichmann, le journal Le Nouvel Observateur, qui, de toute sa très longue histoire, n'en a jamais raté une, avait titré « Madame Hannah Arendt est-elle nazie ?» Eh bien, j'ai appris dans mon jeune temps, au moment où je faisais des études de philo, comment le mal n'était pas quelque chose qui tombait du ciel, mais qui résultait de l'activité concrète des êtres humains. Et je crois qu'en cela, je rejoins des croyants qui pensent que le mal n'est pas une création, mais le résultat de la pratique humaine. Je crois que plusieurs religions disent ça, donc je ne me sentais pas trop seul. Alors, comment le mal vient-il? Eh bien, non seulement par celui qui commet ou celle qui commet l'acte, mais aussi par tous ceux qui détournent le regard, n'ont pas vu, ne savent pas, font semblant de ne pas savoir, déportent 13 000 juifs en les emmenant dans le stade Vélodrome en faisant comme s'ils ne savaient pas que c'était pour les mettre dans des trains et les déporter. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs dit une fois dans un discours où je représentais le gouvernement français sur la rafle du Veldiv. Et j'ai parlé de cette chaîne des complicités, de la lâcheté qui regarde ailleurs. Et c'était ça que je citais en citant Hannah Arendt et en citant le livre sur le procès d'Eichmann. Tant et si bien que je redis devant tout le monde, non, je n'ai pas traité le président de l'université de Lille d'être Eichmann. Si j'avais eu l'intention de le faire, je n'aurais pris aucune précaution pour le faire, comme je le fais d'habitude. Non, mais je lui disais, comme homme et comme licencié de philosophie, car la licence de philosophie, c'est la licence du droit d'enseigner la philosophie. Alors lui n'est pas philosophe. Il y a des philosophes qui sont passés là tout à l'heure. Alors je lui ai fait un cours de philo sur une place après qu'il ait interdit une conférence où, paraît-il, l'ordre public était menacé par ma parole et même la violence pouvait surgir d'on ne sait où dès lors que je me serais tu. Eh bien, je lui ai fait une leçon de philo, monsieur l'ignorant. Si vous regardez ailleurs pendant qu'il y a un génocide, vous êtes complice. Voilà ce que j'ai à lui dire. Et j'ai pas besoin d'autres démonstrations. Alors, ce qui s'est passé, et pourquoi je veux remercier vraiment très chaleureusement tous ceux qui ont accepté de venir ce soir. L'idée est de vous donner à tous le goût de regarder le travail qu'ils ont fait. Et j'en parle maintenant comme quelqu'un qui en a été bénéficiaire. Mes amis, mes camarades, ce travail a duré plus d'1 an. Après l'élection de 2022, sous la houlette de Clémence Guettet, on a commencé à avoir une série d'auditions, de démonstrations publiques, d'intellectuels qui acceptent de partager les travaux de l'Institut La Boétie, c'est eux qui font le travail, et là en particulier sur l'extrême droite. Et c'est ce travail qu'on retrouve dans ce livre, mais pas seulement dans ce livre.
dans quelque chose qui a une très grande importance, la capacité que nous avons eue comme direction politique de vaincre le Rassemblement national dans l'élection législative. La théorie, camarades, jamais n'a été inutile. C'est en pensant clairement qu'on agit clairement. Et c'est quand on pense dans la confusion qu'on se comporte de manière confuse. Oui, nous avons payé sans circonscription l'unité qu'il fallait réaliser en 24 heures, parce que nous avons appris l'histoire, parce que nous nous rappelons de ce qui s'est passé chaque fois que l'extrême centre a eu, et ses affidés de centre-gauche, ont eu la possibilité, pour les raisons les plus diverses et les plus multiples, chaque fois, c'est eux qui ont ouvert la porte au fascisme. Ils l'ont fait en Allemagne, ils l'ont fait en Italie, et c'était notre devoir de comprendre que le chemin le plus court qu'il y avait vers l'unité du peuple à ce moment-là, si l'on voulait donner la confiance, l'enthousiasme, et surtout le moyen de dominer la peur qui avait envahi les quartiers populaires, la jeunesse, et tous ceux qui parmi nous ont, c'est-à-dire 1 sur 4 d'entre nous, ont un grand-parent étranger. Dominer la peur terrible qui nous a pris à la gorge, pour nous, pour nous-mêmes, pour nos gosses. Les gens se demandant ce qui allait se passer si les fascistes gouvernaient. Il fallait donner du courage, il fallait donner l'idée qu'on pouvait vaincre. Et pour ça, il fallait d'abord montrer qu'on était sérieux, qu'on était capable de s'unir pour ouvrir une alternative. La force va à la force. Et il faut que par son éducation populaire massive, eh bien le peuple lui-même s'empare de cette énergie optimiste. Voilà ce que nous avons fait. Tout ça, nous l'avons fait pourquoi? Parce qu'avant, on a travaillé. Avant, on a commencé à vaincre nous-mêmes l'idée que le peuple était passé à l'extrême droite, qu'il fallait se résigner à l'idée que les enfants des communistes étaient devenus des fascistes, comme ce n'est pas les communistes eux-mêmes, qu'il fallait accepter que sous couleur de lutte contre l'antisémitisme, on attribue aux musulmans dans ce pays et à tous ceux qui défendent la liberté de conscience et la liberté du culte, l'idée que spontanément, comme on l'a dit tout à l'heure, génétiquement, ils étaient voués à l'antisémitisme. C'est-à-dire que sous prétexte de combattre une forme de racisme, on en génère matin, midi et soir une autre. Et tout ça, comme tu l'as dit, en commençant par montrer du doigt les plus courageux. Alors au début, ils pensaient qu'en me liquidant moi, le problème aurait été réglé. Quand je dis liquider, n'oubliez pas qu'ils ont réellement essayé de le faire physiquement. Bien. Mais on se disait, il n'y a qu'à diaboliser Mélenchon et l'affaire sera réglée. 3/4 de page dans Le Monde pour m'accuser d'antisémitisme. 1 page entière dans Libération pour expliquer qu'il y avait un problème avec les Insoumis, parce que, ma foi, comme disait sous le couleur de l'anonymat, et il est quand même curieux de voir une organisation où il n'y a pas un seul dirigeant juif, a dit le journal Libération, capable de cette infamie. En effet, il n'y a pas de dirigeants juifs, il n'y a pas de dirigeants musulmans, il n'y a pas de dirigeants chrétiens. Aux Insoumis, il n'y a que des dirigeants. Oui. Je laisse éclater tout cela, parce qu'on m'a dit que si je ne déchargeais pas cette énergie négative, je sombrerais dans le burn-out. Alors c'est fait. Maintenant, je viens à ma contribution. Je veux dire, tout ce travail a été fait. La démonstration a été faite par les intellectuels, et ça a été un renfort, je veux le dire, décisif. Il n'y a pas seulement nous qu'on voit, il y a eux, le travail qu'ils ont fait, l'énergie qu'ils nous ont donnée, en démontrant que les thèses sur lesquelles s'appuyait notre stratégie étaient les bonnes. Non, le peuple français n'est pas devenu un peuple raciste. Et moi, j'ai milité à une époque où il ne fallait vraiment pas être malin quand on était ouvrier pour ne pas voter programme commun. Eh bien, il y en avait quand même 30% qui votaient contre le programme commun. Alors, pour passer de 30 à 50, il faut un élément de dynamique. Cette dynamique n'est pas tombée du ciel. C'est cela que j'apporte au débat de ce soir, à votre compréhension. Le fascisme, le racisme ne sont pas des produits sui generis qui résulteraient de la nature humaine. Ils résultent de stratégies concernées, de moyens mis en œuvre, de propagande organisée dans lesquelles les systèmes médiatiques français ont joué un rôle central. Ce système dont vous êtes capable de voir aujourd'hui encore qu'il est capable d'invisibiliser un génocide. Alors il est facile pour lui d'invisibiliser qui sont les auteurs réels du racisme dans ce pays. Alors je viens sur la dimension opérationnelle. Les intellectuels vous ont montré comment se fabrique, se produit, comment a été fait cette construction. Mais à mon tour maintenant de vous dire une chose. Le racisme, qui est en effet
le cœur de doctrine de l'extrême droite. Parce que le cœur de doctrine de l'extrême droite, comme cela a été rappelé, c'est cette fumée de l'idée d'une identité qui serait essentiellement liée aux catégories humaines selon leur couleur de peau ou leur genre. C'est ça le cœur de la pensée. Et c'est en quoi il est l'outil numéro 1 du capitalisme lorsque le capitalisme ne sait plus comment maintenir les structures politiques qui lui permettent de dominer jusque-là. Il lui faut alors, comme une tâche urgentissime, diviser le peuple. Et pour cela, il faut le faire sur des bases qui sont à ce point essentialisées qu'on n'en sorte pas. Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Vous êtes sûr? Pas nous. Pas nous. Et ainsi de suite. J'ai pris l'exemple le plus direct, le plus frontal, pour amener à la critique que nous faisons, qui est une critique d'intelligence sociologique et philosophique. Tout dans la vie des êtres humains est une construction. Parce que, et c'est la thèse centrale de l'humanisme, c'est que l'être humain, l'humanisme, c'est pas humanitaire, hein. L'humanisme, c'est l'être humain est constructeur de son histoire. Eh bien, lorsque l'on discute la notion de genre, c'est le moment où l'on va le plus loin dans l'idée humaniste, parce que chaque individu prétend alors être le producteur de sa propre identité genrée, quitte ensuite à vouloir en transformer le contenu. Voilà comment la combinaison de l'humanisme et du matérialisme donne le résultat que j'ai l'honneur de présenter devant vous comme une pensée politique construite. Le fascisme, l'extrême droite sont là d'abord et avant tout comme un outil de domination du capital sur le travail, des hommes, sur les femmes, etc., etc. Et ils le font dans des conditions bien précises et bien dommées. Je ne dirais pas que ça n'a pas d'enracinement dans l'esprit humain, ça ne marcherait pas. L'esprit humain, la conscience est l'enjeu de la lutte politique. Il faut donc à chaque fois s'appuyer sur des fondamentaux de la condition humaine. Nous savons sur quoi nous nous appuyons. Eh bien, regardons ça d'un peu plus près. Dans la bataille sur l'identité, tu parles d'une découverte. Au fond, nos gosses commencent par ça, chacun d'entre nous a commencé par ça. Il y a moi et non moi. Et quand tu arrives à faire la différence entre les deux, tu commences à devenir un individu. Et puis tout d'un coup, vers l'âge de 2 ans et demi, tu apprends un mot magique, non. Et alors c'est à toutes les sauces, hein, au début. Mais non te positionne. Donc nous savons très bien que dans la psyché humaine, la distinction moi et non moi joue un rôle considérable pour la construction de l'individu. On ne va pas aller contre ça. À échelle collective, sans faire du réductionnisme, mes amis, à échelle collective, la même question peut être posée. Et c'est ça dessus qui s'appuie. Il y a moi et non moi. Il y a eux et nous. Et nous avons 2 définitions de eux et nous, qui n'est pas la même entre eux et nous, les fascistes et nous. D'accord? Eh bien, c'est ce eux et nous. Soit vous construisez du eux et nous conflictuel, soit vous construisez du eux et nous empathique. Soit vous construisez du eux et nous, dans lequel il n'y a que de la compétition, soit vous en créez qui crée de la solidarité. Et vous pouvez vous distinguer sans être devenu fou et absolutiste en disant « je suis de gauche parce que je suis d'accord avec la compétition », sauf quand elle porte atteinte à la solidarité. Et toi, tu es de droite parce que tu es pour la compétition et tu t'en fous de savoir ce que ça donne sur la solidarité. Et tu es pour la solidarité, mais à condition que ça n'empêche pas la compétition. Et alors nous revenons dans un conflit intellectuel, car nous autres pauvres humains ne pouvons aborder la réalité qu'à partir des idées. Il n'y a pas d'autre moyen. Notre cerveau, notre intelligence, ce que nous comprenons. Parce que d'abord, nous sommes dans un corps qui lui-même fait le tri dans les sensations et ce qu'il est capable d'interpréter comme renseignement qu'il reçoit. Donc, je ne nie pas un seul endroit, un seul moment qu'il y ait un ancrage profond des 2 manières de voir la réalité et la vie en société. Et je n'oublie pas qu'à la fin, ça ne sera pas le résultat de notre aptitude à faire du eux et du nous qui crée des fascistes. Ce qui crée des fascistes, c'est l'activité fasciste, c'est les journaux fascistes, c'est les intervenants fascistes, c'est la peur qui s'étend sur ceux qui veulent résister aux idées du fascisme. Et ensuite, si l'idée centrale du fascisme, c'est le racisme, alors il ne faut pas tourner autour du pot. Premièrement, le racisme est une idée globale, est une idéologie globale. Ce n'est pas un mauvais sentiment passager à la vue d'un noir ou d'un arabe, d'une femme. Non, c'est quelque chose qui est global. Et donc, vous n'avez aucune révélation qui vous guérira de cette pourriture mentale. Ne croyez pas qu'il suffira de dire à quelqu'un « Non, mais parlons sérieusement ».
de la santé parce qu'elle est en ruine dans le pays, et alors le fascisme s'écroule en disant « Ah oui, c'est vrai, donc il faut des crédits ». Non, il dit « Vous avez raison, il faut parler de la santé, assez de fric donné avec l'aide médicale d'État à des gens qui ne méritent pas les médicaments qu'on leur donne ». Et ainsi de suite, sur tous les sujets, quelle que soit votre porte d'entrée, il y aura un assentiment double et immédiatement de la racialisation de la question qui est posée. Par conséquent, le racisme est bien une idéologie globale. Et pour nous, humanistes et matérialistes, nous le voyons encore plus clairement que d'autres peuvent simplement le ressentir. Eh bien, si c'est cette combinaison que nous avons en face de nous, c'est cette combinaison qu'il faut détruire en sachant repérer quel est le cœur de l'affaire. C'est pourquoi je me situe non pas comme intellectuel à cet instant, mais comme personnage qui est dans l'opérationnel. Où est le cœur de cette histoire? Ne tournez pas autour du pot. Le cœur du racisme dans ce pays, qui permet de faire le lien entre toutes les questions qui ont été soulevées à l'instant. La question du genre, la question de l'inégalité sociale, toutes ces questions. Ce qui permet de faire le lien pour introduire du racisme dans toutes ces questions, c'est l'islamophobie. N'ayez pas peur de lutter contre l'islamophobie parce que vous appartenez à la vieille et glorieuse tradition anticléricale de ce pays, qui a été l'idéologie commune de tous les révolutionnaires de 1789. Vous devez le faire comme cela a été le cas dans la bataille entre catholiques et protestants. La liberté du culte est mère de la liberté de conscience dans ce pays. Et à ce moment-là, le droit qu'il faut défendre, c'est le droit des protestants contre l'idéologie royaliste des catholiques qui les a imposé leur foi de force en envoyant les dragons dans les Cévennes habiter chez les gens jusqu'à ce que les gens changent de religion. La cause de la liberté, c'est toujours celle de l'opprimé. C'est du côté de l'opprimé que se trouve le devoir de constituer la forteresse. J'ai résumé. Alors maintenant, un cran de détails supplémentaires. J'ai dit, le fascisme ne tombe pas du ciel. Il est voulu par qui? C'est un complot? Pas du tout. C'est une œuvre de réalisme. Chaque fois que la société est déstabilisée, parce que le mode de production et d'échange est en train de changer, il devient impossible de régler dans les anciens cadres politiques les problèmes qui surgissent. La politique, ce n'est pas un métier. Avant toute chose, c'est une manière d'organiser la société. Si on ne peut plus régler les problèmes par les idées qui sont datées, par les institutions qui ne le permettent pas, etc., alors la déstabilisation de la société s'avance. On ne peut plus régler comme dans les cadres d'avant. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la pente autoritaire. Le libéralisme contient dans son code génétique la pente autoritaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en train de bouleverser le monde partout, qui a révolutionné toutes les sociétés, peut-être plus puissamment que le passage à l'ère industrielle ne l'avait fait par rapport aux sociétés rurales et agricoles du passé. Le néolibéralisme nous a enfoncés plus que jamais dans les calculs glacés, comme dit Karl Marx, de l'égoïsme, a atomisé les rapports sociaux, pulvérisé tout ce qui faisait société, au profit d'un seul et unique comportement, celui du consommateur. Eh bien, devant une vague pareille, le monde a tellement changé que tout s'est déstabilisé. Et quand je dis le monde a tellement changé, mais regardez-nous comme nous sommes là. Regardez et comparez comment, en l'espace de rien de temps, une constitution, à peine 70 ans, la condition de la moitié de la salle, je l'espère, a changé. Quelle était la situation des femmes en 1958? Elles ne pouvaient pas avoir de travail sans l'autorisation de leur mari. Elles ne pouvaient pas avoir de compte chèque sans l'autorisation de leur mari. Telle a été la condition de ma mère et de ma grand-mère. Et je ne le savais pas, jeune homme que j'étais, parce que ça passait pour des choses évidentes dont il n'y avait pas lieu de discuter avec les jeunes hommes. Et ainsi de suite, pour tout ce qui a changé fondamentalement, même si c'est incomplet, mal fait, même si le patriarcat reste le mode dominant, un rapport de domination qui s'est tellement transformé qu'une partie de la population ne s'y reconnaît plus. C'est une révolution. Une autre révolution encore plus puissante, c'est le passage de la campagne à la ville. 80% de la population, 7 millions de paysans en 1945 en France, 400 000 aujourd'hui. La société dans sa composition a été déstabilisée de toutes les manières possibles. Et quand le capital n'arrive plus à maintenir l'ordre, la Constitution de 1958, c'est une Constitution pour maintenir l'ordre au moment où le pays doit accepter une décolonisation qui lui cuit, parce qu'il y a 13 départements qui vont proclamer une indépendance et la nation algérienne. Parce qu'il y a des millions de paysans dont on a besoin à la ville pour aller remplir les usines à l'époque
où l'industrie allait représenter 35% de l'activité du pays. Alors on a eu une constitution autoritaire, y compris pour remembrer. Il y a peut-être des gens dans cette salle qui ont connu les épisodes du remembrement rural. Le remembrement rural a rapproché des parcelles pour avoir des morceaux plus grands. Alors c'était la bataille générale partout pour un étang, un arbre, une pente, parce que c'était le rapport qu'on avait à l'époque à la terre. Tout cela a été réglé par une constitution qui donnait des moyens d'une autorité, qui en a créé le désordre, parce qu'elle ne se souciait que d'une chose, comment maintenir l'ordre qui était visé, l'ordre social, l'ordre politique. Et c'est pourquoi, à côté de l'élection des députés, qui était déjà une opération particulière, puisqu'on est revenu au mode électoral de Napoléon III, le suffrage universel à 2 tours, d'accord? L'uninominal, oui, ça date de Napoléon III. On est revenu à ça, et puis, en même temps, on a fait un parlementarisme raisonné. 49-3, 50-1, maintenant tout le monde connaît tout ça par cœur, c'est plus la peine de faire des cours de constitution quand on fait des réunions politiques. Mais tout ça a été fait. Et puis, comme le général a failli être assassiné, son idée, c'était pour que ça tienne, il faut que le pouvoir vienne du dessus. Il ne pensait pas qu'à lui, parce que pour le coup, s'il était mort, le cas était réglé. Il pensait à la suite et à la survie de l'institution. Et c'est comme ça qu'on a inventé le président de la République, élu au suffrage universel. Mais du coup, on a emboîté 2 légitimités qui pouvaient être différentes, ce qui s'est produit à plusieurs reprises. Nous sommes de nouveau dans une crise de cette nature. C'est pourquoi, voyez-vous, moi, souvent, quand j'entends dire que Macron a perdu 2 élections, non, il en a perdu 3. Mais c'est ça que vous oubliez. La crise, elle ne date pas là de M. Barnier qui ne sait pas comment faire son gouvernement. C'est pas ça. Elle a commencé en 2017, c'était le coup d'avant, quand tout le champ politique a été explosé. Et qu'à côté du fascisme qui semblait dominant, apparaît tout d'un coup une force très puissante, le mouvement insoumis, qui vient en vis-à-vis. Et au milieu, tous les autres qui essayent de se regrouper pour sauver les meubles, de la droite au centre et compagnie. Voilà ce qui s'est passé. Et après ça, comme ce bloc n'a pas passé son temps à se diviser, mais au contraire s'est renforcé, et dans la pratique et dans le combat, et a pu se donner pour objectif de devenir le parti de masse des pauvres, des humiliés, de tous ceux qui sont en butte avec le système. Au lieu d'en parler, nous avons été au porte-à-porte partout dans le pays pour construire cette grande force, pour donner du courage. Le résultat, c'est 2022. 2022, il a perdu, je vous le rappelle. Nous avons gagné le premier tour de l'élection législative. Et nous avons perdu le deuxième. Mais lui aussi, il a perdu. Donc c'est depuis 2022 qu'il y a une crise de la représentation politique dans ce pays. Qu'en haut, comme disait Lénine, on ne peut plus, et en bas, on ne veut plus. Ça, c'est une des conditions du passage à une situation révolutionnaire. D'après Lénine, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous l'indique pour votre culture. Par conséquent, je vous ai dit, il est très essentiel. Parvenu au point où nous sommes dans une crise politique. Et je vous annonce que tout cela va s'aggraver considérablement. Pas seulement à cause de la culture de poulets d'élevage de la plupart des dirigeants politiques disponibles sur la scène, qui n'ont jamais rien fait d'autre que des intrigues et des combines de congrès dans leurs différentes forces politiques respectives, mais parce que sous le fouet de la pression néolibérale qui va s'abattre sur ce pays, non seulement nous avons la Commission européenne qui exige de nous de retour à un déficit structurel de 0,5%. Pas les 3% d'avant, ça c'est la règle comptable. C'est 0,5 structurel. Plus le FMI, qui est une sorte de bête particulière qui, quand elle vous saute à la gorge, ne vous lâche plus. Et constitue, avec la Banque Centrale Européenne, la fameuse Troïka qui a amené la Grèce au point où vous vous souvenez qu'elle a dû aller. Et regardez comme maintenant, ça y est, elle est sauvée, puisqu'elle avait seulement 110% de déficit. Ça représentait, la dette représentait 110%, et bien maintenant, ça y est, elle est guérie, ça fait 180%. C'est-à-dire qu'elle est toujours aussi endettée, mais qu'au passage, elle a vendu le port du Pirée, elle a vendu l'eau, elle a vendu l'air, elle a vendu tout ce qu'elle avait. C'est sur ce fruit goûteux que le capitalisme transnational veut s'abattre. Ça s'appelle la France. Ils arrivent. Et M. Barnier, lui, il a dit oui, et après, il a regardé les comptes. Mais s'il avait écouté mes discours pendant la campagne présidentielle, il saurait qu'il montait 80 milliards. Et je vous le dis,
Ils ne peuvent pas, comme d'habitude, couper dans les dépenses. Ça ne suffira pas. Ce n'est pas possible, parce qu'on a déjà beaucoup coupé. Alors ça ne suffira pas. Il va falloir qu'ils augmentent les recettes. Avez-vous remarqué qu'il a parlé de faire payer les riches? Je lui dis chiche. Mais... Et le banquier central français, j'aime mieux vous dire que c'est pas un ami du comique Troupier, hein. Le banquier central français, lui aussi, dit qu'il est temps d'envisager une contribution des plus grandes fortunes et des entreprises. Il voulait dire des actionnaires, car les entreprises, elles ne font rien à personne. Les actionnaires. Alors là, le redressement des comptes publics. Mais voilà pourquoi le prix Nobel d'économie avait dit que notre programme était le meilleur, parce que c'est précisément ce qu'on avait prévu. Et les autres avaient prévu exactement le contraire. Mais regardez, je veux rester dans le cadre de ce que nous sommes en train de traiter. Si la crise s'aggrave, et elle va s'aggraver, si l'agression sociale contre le peuple s'aggrave, et elle va s'aggraver, alors, de même que se tendront, par la force des choses, qu'ils en soient conscients ou pas, les relations sociales et les conflits, le rapport de force entre capital et travail, il y aura une accélération de la confrontation entre les deux lignes possibles pour répondre. On coupe dans les dépenses publiques ou on augmente les recettes. Je simplifie, à mort, notre ligne. Mais nous avons, nous, le programme et le personnel. Si M. Barnier ne sait pas par quel bout s'y prend, nous avons Mme Lucie Castet. Elle est disponible demain matin, elle va à Matignon. Donc, c'est pourquoi il faut lire ça. Non, c'est pourquoi il faut bien réfléchir. On ne peut pas avoir de stratégie cohérente si on ne comprend pas que le futur qui se dessine, c'est notre confrontation, à nous, la gauche, avec notre programme de rupture avec l'extrême droite. Tous ceux qui croient qu'il existe une voie moyenne se trompent lourdement. Il n'y a pas de voie moyenne pour payer 3 000 milliards d'euros de dette. Il n'y a pas de voie moyenne pour progressivement rectifier le redressement de tous les services publics. Si vous ne voulez pas demain dépendre de votre carte bancaire pour être soigné ou pas, il n'y a pas de voie moyenne. Le rétablissement de la santé publique passe. Alors, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Comme ils ont dit qu'ils n'allaient pas augmenter les impôts, parce que ça veut dire aller chercher dans la poche de leurs copains. Eh bien, ils ne vont pas augmenter les impôts, ils vont augmenter la TVA. C'est un impôt? Non, c'est une taxe. Ça s'appelle comme ça, taxe sur la valeur ajoutée. Et comme ça, vous serez les régulateurs vous-même. Si vous ne voulez pas payer trop de TVA, cher monsieur, ben mangez moins, sortez moins, etc., etc. Ils vont donc devoir, par la TVA, obtenir ce qu'ils n'obtiendront pas par les hausses d'impôts qu'ils ne veulent pas voir. Donc, c'est du conflit social. Donc, quand ils disent que nous sommes les auteurs du chaos, outre que c'est ridicule, les auteurs du chaos, c'est eux. Mais précisément, notre politique, c'est une politique contre le chaos. Et l'extrême droite, ça ne pourrait être qu'une aggravation terrible de l'autoritarisme, parce qu'ils ne sont pas là pour autre chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ne sont pas là pour être un peu plus racistes que ne le sont déjà les gouvernants macronistes. Ils sont là pour la trique, pour maintenir l'ordre, pour l'imposer. Et on est dans un pays déjà où on déborde bien volontiers, etc. Donc ne vous trompez pas sur ce qui se passe. Les gens du commun savent ça. Voilà. Ce livre, le travail que nous faisons, nous oblige à comprendre qu'il n'y a pas d'autre priorité que même dans la lutte contre le racisme, dans la lutte contre l'islamophobie, de construire un rapport de force, qui est un rapport de force social. Le racisme, c'est de la lutte de classe. Parce que la classe ouvrière, dans ses bases, est radicalement racisée. La lutte contre le racisme, la lutte contre l'antiféminisme, c'est de la lutte de classe. Parce que 80% des smicards sont des femmes. À chaque fois, nous allons tomber sur une question qui se présente comme une question culturelle, et qui l'est, mais qui en réalité nous ramènera à chaque étape à la lutte de classe et à la bataille sociale. C'est à ça qu'il faut se préparer. Pour ça, il faut être d'abord cultivé, d'abord comprendre, travailler, lire. Lire, pas regarder le téléphone le soir jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Arrête de rire, toi, là-bas. Lire, étudier, comprendre, pour trouver les ressorts par lesquels la lutte sera menée et a une chance d'être victorieuse. Pour ma part,
je n'en ai pas douté. Comment un type qui avait déjà perdu 2 fois pouvait ne pas en perdre une 3e? C'était une affaire de volonté, d'organisation et de stratégie politique. Est-ce qu'on pouvait battre le Rassemblement national? On avait donné la réponse, une liste unique à l'élection européenne. Et quand on regarde, on nous a dit il ne faut pas faire comme ça, on va avoir plus de sièges. On s'en fout des sièges, d'accord? Ce qu'on veut, c'est les battre. Eh bien, si vous faites le total de nos voix aux européennes de la gauche, vous arrivez à un chiffre, à un touche-touche avec l'extrême droite, à 0,2, d'accord? Donc c'était bien la preuve que c'était la bonne stratégie. C'est pourquoi tout le monde doit à chaque fois essayer de faire l'effort de comprendre que les stratégies sont des stratégies sociales. Ce ne sont pas des stratégies de communication. Oui, je pourrais parler moins fort, bien sûr. Mes yeux pourraient être moins gros. Et je pourrais ouvrir moins la bouche quand je dis aux armes citoyens. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est à qui vous inspirez confiance, qui vous entraînez avec vous. Vous aurez gratis les fluctuations de la classe moyenne supérieure qui pense que son nombril est celui du monde, à partir du moment où la force sera de votre côté. La force, c'est ces millions de gens qui ne demandent qu'une chose, vivre. Voilà. Je vous fais cadeau de la Nouvelle-France pour ce soir. Mais voyez-vous, comprendre la forme par laquelle passe la lutte contre l'extrême droite, le reste sera dévoré par eux. Et je le redis, il faut se partager les tâches quand on fait Nouveau Front Populaire. Nous, on veut bien faire celles qu'on fait déjà. Mais les autres, si vous croyez que vous allez élargir le front de la gauche, en passant votre temps à essayer de vous rendre respectable aux yeux des petits bourgeois qui vous font peur, en calomniant et en insultant les insoumis, c'est que vous ne comprenez rien à un rapport de force. Votre travail consiste à aller chercher ces milieux, un par un, dire comprenez les gens, comprenez ce qui se passe. Ça ne sert à rien d'insulter Mélenchon. Ça ne sert à rien d'insulter les insoumises et les insoumis. Ce qu'il faut, c'est dire à tous ces gens, vos enfants ont fait des études. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Vous qui vous êtes coupé les veines pour qu'ils fassent les études. Nous avons un sous-prolétariat surqualifié dans ce pays. Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Et ainsi de suite, je ne vais pas vous passer en revue tous les aspects qui concernent toutes les catégories sociales qui vivent des réseaux du collectif, car nous ne pouvons pas vivre sans eux. Et il faut être très riche pour pouvoir s'en passer. Voilà pourquoi la compréhension de la place qu'occupe l'extrême droite doit être posée sur sa base matérialiste et philosophique. Non, l'extrême droite n'est pas un mauvais penchant inscrit dans le corps humain. L'extrême droite est le résultat d'une stratégie politique des dominants, parce que l'extrême droite ne sert qu'à une seule et unique chose, perpétuer la domination de ceux qui dominent déjà.